Pendant longtemps, il a été admis que la présence viking en Amérique du Nord a commencé vers l'an 1000 et s'est terminée tout aussi rapidement. Ce récit était centré sur un avant-poste isolé de Terre-Neuve. Mais de récentes découvertes d'ADN anciens remettent subtilement en question cette chronologie, suggérant que des vikings d'Écosse auraient pu traverser l'Atlantique bien plus tôt, originaires de colonies largement négligées dans nos archives historiques. Si cette preuve s'avère exacte, alors ce que nous comprenons des débuts de l'exploration transatlantique et de la contribution négligée de l'Écosse nécessite une réévaluation. Quels indices cachés ont incité les chercheurs à réviser cette histoire de longue date? L'an 1000 a traditionnellement été reconnu comme le moment où les Vikings ont initialement atteint les côtes nord-américaines. Les auteurs de sagas ont dépeint un voyage unique et audacieux. Leif Erikson et son équipe sont arrivés à Terre-Neuve, ont établi l'Anse aux Médoses, puis sont retombés dans le mythe. Cependant, sous ce récit soigné, les nécessités pratiques de l'existence viking rendent le récit plus complexe. Les sociétés vikings dépendaient de la mobilité et du commerce, construisant leur civilisation à l'aide de navires, dont certains dépassaient 30 tonnes chacun. Cela nécessitait une vaste quantité de bois. Au Groenland et en Norvège, des siècles d'habitation avaient dénudé les forêts. Construire ou réparer un seul drakkar nécessitait jusqu'à 30 mètres cubes de bois de haute qualité, l'équivalent de la production d'un bosquet entier d'arbres nature. Le bois n'était pas seulement du fret, il était essentiel à la survie. Sa recherche a influencé chaque chemin, chaque danger et chaque choix de s'aventurer plus profondément dans l'Atlantique. Le professeur Björn Eriksson, archéologue maritime, a consacré des années à enquêter sur les aspects logistiques de ces voyages. Il précise qu'un drakkar, une fois entièrement chargé, pouvait parcourir des centaines de kilomètres, mais seulement si les marins étaient certains qui se procureraient leurs nécessités, bois, fer ou même provisions fondamentales, à destination. Ces éléments constituaient les moteurs tacites de chaque expédition. Compte tenu du climat rigoureux du Groenland, la demande de bois était particulièrement pressante. Les sagas font référence au Markland, un littoral boisé situé à l'ouest. Cependant, elles s'arrêtent rarement pour contempler la véritable portée de ces entreprises, le nombre de navires, la quantité d'hommes et le degré de péril inhérent à chaque voyage. La majorité des informations survivantes proviennent de sagas composées des siècles plus tard, influencées par le souvenir et le folklore. Les réalités banales de l'offre, de la demande et de la quête incessante de ressources sont largement omises. Les découvertes archéologiques, comme le bois précisément daté à l'Anse aux Médoses, offrent des aperçus rares sur l'étendue réelle de ces voyages. La datation en radiocarbone et la dendrochronologie situent la période d'activité du site entre 991 et 1021 de notre ère. Néanmoins, le besoin continu de bois suggère un réseau de voyage plus étendu. Cela impliquait potentiellement des équipages des Orcades ou du nord de l'Écosse, chacun ayant ses propres motivations distinctes pour se diriger vers l'ouest. Si ces expéditions étaient motivées par le besoin, combien de voyages sont restés non enregistrés dans l'histoire, attendant l'émergence de nouvelles preuves? Les Orcades émergent de la mer du Nord, présentant de douces pentes vertes et des falaises escarpées, servant de jonction entre l'Écosse et le vaste Atlantique. Ici, vers 800 de notre ère, les Norrois sont arrivés, pas seulement comme une présence transitoire. Les archéologues, étudiant ces établissements, ont mis au jour des couches successives, révélant des maisons longues, construites sur d'anciens sites pictes, où des outils norrois ont été trouvés aux côtés d'ornements celtiques. Dans ces îles, la distinction entre Viking et Scot est devenue indistincte, comme en témoignent des tumulus contenant des épées et des broches aux côtés de poteries indigènes. Au milieu du IXe siècle, ces nouveaux arrivants se sont intégrés en épousant des membres de familles locales, en adoptant les traditions indigènes et en établissant des communautés durables. La présence de pollen de céréales dans la tourbe des Orcades prouve que ces habitants cultivaient leurs propres orge et avoine, indiquant plus que de simples activités de pillage ou de commerce, cette subtile présence agricole signifie une transition de la simple conquête à un établissement durable. Le commerce prospérait dans ces bastions du Nord. La morue pêchée dans les mers glaciales près des Orcades et des Shetland était conservée au sel et transportée vers le sud, arrivant sur les marchés de toute l'Europe continentale. Au Xe siècle, les découvertes archéologiques de restes de morues de cette période révèlent un vaste réseau s'étendant sur l'Atlantique Nord. Ces îles ont évolué au-delà de simples avant-postes, servant de tremplin essentiel pour les habitants norrois des Orcades et des Shetland, qui construisaient et réparaient des navires, amassaient des provisions et concevaient des expéditions destinées à les emmener au-delà de l'horizon visible. L'expertise et les matériaux concentrés dans cette région leur ont permis de s'aventurer plus loin que n'importe lequel de leurs ancêtres. Ce système commercial dynamique a jeté les bases des explorations ultérieures.
Aux Orcades, la fusion des cultures a donné naissance à une identité distincte. Une population se considérant à la fois norroise et indigène, communiquant dans des langues issues des deux héritages, et résidant dans des habitations qui fusionnaient les styles architecturaux traditionnels et contemporains. Alors que les sagas raconteraient plus tard les récits des jarls et des chefs gouvernant ces îles, le véritable récit réside dans les existences quotidiennes. Des agriculteurs, des pêcheurs et des marchands qui se sont installés ici. Leurs descendants continuent d'habiter ces côtes, portant des marqueurs génétiques des lignées vikings et pictes. Leur routine quotidienne suggère subtilement un héritage commun. Compte tenu de ces profondes fondations historiques et de ces communautés florissantes, on se demande naturellement si ces établissements du Nord ont réellement fonctionné comme le principal point de départ pour les expéditions transatlantiques. Si tel est le cas, quelles preuves pourraient encore rester cachées sous la terre et les roches, attendant d'être découvertes par une main attentive? Ou une technologie innovante pour révéler leur histoire? Dans un laboratoire serein, loin des vents de l'Atlantique et de l'air salin, la docteure Elspeth MacLeod commence ses recherches en utilisant un unique morceau d'os ancien. Le spécimen est minuscule, un fragment d'os pétreux, dur comme la roche, provenant d'une sépulture de l'ère viking et situé derrière l'oreille. Ce choix est dû à sa capacité à protéger l'ADN de siècles de dégradation. Les os pétreux peuvent fournir jusqu'à 10 fois plus d'ADN ancien que d'autres composants squelettiques, ce qui en fait un atout précieux pour les généticiens, à la recherche de preuves d'époques révolues. Chaque procédure est méticuleusement planifiée pour prévenir la contamination moderne du matériel ancien. Des gants, des masques et des combinaisons intégrales séparent le chercheur du spécimen. L'air du laboratoire est filtré et pressurisé, avec des lampes ultraviolettes fonctionnant toute la nuit, pour éliminer tout ADN étranger. L'os est nettoyé puis broyé en une fine poudre. Par la suite, cette poudre est mélangée à des produits chimiques conçus pour extraire l'ADN ancien. Des fragments génétiques mis au jour. Chaque fragment est plus petit qu'un cheveu, la plupart mesurant moins de 70 paires de bases. Pourtant, tout ce qui dépasse 30 est considéré comme un indicateur positif. Le code-barre génétique est l'étape suivante. Chaque spécimen reçoit un identifiant génétique distinct, garantissant que même lorsque des centaines sont séquencés ensemble, chaque fragment peut être retracé jusqu'à son point d'origine. L'ADN est répliqué des millions de fois, puis introduit dans une machine qui déchiffre le code séquentiellement. Un logiciel spécialisé, tel que MapDamage2, l'examine ensuite à la recherche de signes d'âge. Ces altérations chimiques, qui ne se manifestent qu'après des siècles passés sous terre, aident à confirmer l'ancienneté véritable de l'ADN. Cela garantit qu'il ne s'agit pas d'un vestige aléatoire d'un chercheur contemporain. Les générations précédentes d'historiens ne pouvaient que spéculer sur les origines en se basant sur des reliques ou des pratiques d'inhumation. Actuellement, le récit est encodé dans les molécules elles-mêmes. Cette procédure est longue, méticuleuse et précise, mais chaque récupération réussie révèle une autre partie de l'énigme. Quelles informations ces minuscules fragments pourraient-ils offrir concernant des voyages qui ont laissé des preuves minimales? L'examen de l'ADN ancien commence par des fragments, os, dents ou même un seul grain d'orge. Chacun sert de témoignage silencieux aux expéditions transatlantiques. La docteure Aïcha Hassan, généticienne spécialisée dans les migrations de la période nordique, examine méticuleusement ces indicateurs. Elle analyse méticuleusement les informations génétiques, cherchant des liens qui pourraient relier les habitants des Orcades et du nord de l'Écosse avec la lointaine Terre-Neuve. Au sein du laboratoire, les séquences génétiques sont recoupées avec un panel mondial, spécifiquement l'aplogroupe I1, un indicateur génétique fréquemment observé chez les hommes d'ascendance nordique. Ce marqueur est présent dans plusieurs sépultures anciennes des Orcades, en territoires écossais, mais à ce jour, il n'a été trouvé dans aucun échantillon de Terre-Neuve. Inversement, l'ADN de l'Anslomydose s'aligne sur le modèle génétique scandinave plus large, correspondant aux découvertes faites en Norvège et en Islande. Pourtant, il lui manque les marqueurs distincts des Nordiques écossais. D'autres types de preuves sont tout aussi convaincants. À partir d'une carotte de tourbe extraite d'un lac de Terre-Neuve, la datation en radiocarbone indique une strate datant d'environ 950 de notre ère. À l'intérieur de cette couche, quelques grains d'orge carbonisés ont été mis au jour. Ces grains sont anciens, mais il manque des marqueurs génétiques nécessaires pour les relier définitivement à l'ancien monde. Leur âge précède la chronologie historique établie, pourtant, leur passage reste incertain. L'acidité du sol et des siècles de décomposition oblitèrent la plupart des preuves, ne laissant que des suggestions là où des réponses définitives sont souhaitées. Des découvertes physiques apportent un éclairage supplémentaire sur un site côtier.
Les fouilleurs révèlent des vestiges d'une zone d'entretien de navire, des copeaux de bois, des déchets de fer et des indications d'une forge qui a atteint des températures proches de 1200 degrés Celsius. Le site est daté entre 940 et 970 de notre ère, mais la détérioration et le manque d'artefacts identifiables obscurcissent la pleine compréhension. Aucune découverte individuelle n'est concluante. Chaque élément, ADN, vestiges botaniques et fer travaillé, fournit un indice, mais aucun n'offre une réponse concluante. La docteure Hassan se demande si ces minuscules fragments pouvaient communiquer, quel récit partageraient-ils? Concernant qui a traversé l'Atlantique et à quel moment. L'enquête persiste, revenant constamment à la question combien d'histoires restent dissimulées sous terre, en attente de progrès scientifiques. Actuellement, chaque segment d'ADN ancien sert de rappel de la vaste quantité d'histoires encore obscurcies, gisant sous la terre, la roche et les limites de notre compréhension.